Dans cette école-là, j'ai eu la chance d'être responsable création au sein d'une association étudiante qui s'appelle Altiglis, qui organise la Coupe du Monde étudiante de ski à Val d'Isère. Et j'ai aussi donc ça m'a permis en fait d'avoir un avant-goût du design, et c'est de là qu'est venu mon attrait pour le design, d'où le double diplôme avec Strat. Avant de rentrer à Strat l'année dernière, entre août et décembre 2019, j'ai fait un stage de 6 mois en agence de voyage en Équateur, dans une agence qui organisait des voyages naturalistes et scientifiques. Et donc après, ça m'a amené à Strat. Et là, en septembre, je vais terminer mon cursus de Grenoble École de Management en alternance. Je l'espère en direction artistique. Je n'ai pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, je vais vous parler donc de mon mémoire. Mon mémoire, je l'ai effectué sur un sujet qui me suit depuis toutes mes études, à savoir la consommation. Et en fait, la consommation, je me suis demandé, voilà, on a des nouveaux modes de consommation qui voient le jour depuis quelques années, notamment la consommation responsable. Et au-delà de savoir comment on consomme responsable, je voulais me demander pourquoi en fait on le fait vraiment, quelles sont les motivations qui poussent les individus à consommer responsable. Donc pour décortiquer un peu cette question qui est donc la consommation responsable est-elle altruiste, je me suis intéressée d'abord à la définition des termes. Donc la consommation, c'est un acte individuel. On consomme pour soi, dans un premier temps, on répond à des besoins qui sont physiologiques notamment. La consommation responsable, elle est issue donc d'une prise de conscience des individus. Et l'altruisme, c'est donc la recherche du bien-être d'autrui. Donc on va donc rechercher d'abord le bien-être des autres avant de répondre à son bien-être personnel, mais ça n'empêche pas d'avoir une satisfaction personnelle après cette action-là. Mais la première motivation est bien évidemment la recherche du bien-être d'autrui. Donc de cette question, j'en ai tiré des conclusions. Donc en fait, on a donc un changement des habitudes et des comportements dans la consommation responsable, mais ça vaut également pour d'autres prises de conscience sur les habitudes et les comportements des individus. Donc ça amène donc à une responsabilisation des individus et à une éducation à l'altruisme et au bien-être qui va amener donc lui-même à un épanouissement collectif. Donc ça m'a amené à ma question de designer qui est comment favoriser les actes volontaires individuels pour atteindre un bien-être collectif. De cette question-là, je me suis également intéressée à ce qu'on appelle l'effet colibri. L'effet colibri, ça vient d'une légende amérindienne qui raconte qu'un petit colibri, lors d'un gros incendie dans une forêt, aurait pris donc des gouttelettes d'eau dans son bec. Il faut savoir que les colibris sont très très petits, et aurait essayé d'éteindre cet incendie comme ça, et avec ses congénères colibris, ils auraient réussi à éteindre le feu. Donc en fait, ça montre qu'on a que la répétition de petites actions individuelles, ça peut favoriser le bien-être collectif. Donc là, en l'occurrence, éteindre un incendie. C'est une légende, je le rappelle. Et je me suis également appuyée sur Hans Jonas, qui est historien et philosophe, qui dit « Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre ». Donc en fait, je me suis orientée plus sur le respect de la nature et de l'environnement. Et donc les objectifs que j'ai eus, dans la réflexion, les objectifs que je me suis posés, ce serait donc que les individus puissent comprendre les changements de l'environnement, qu'on ait également une préservation des écosystèmes globale, et de garantir donc un avenir soutenable, notamment et pour la Terre et pour l'humanité, parce qu'il faut savoir qu'on en est aussi très responsable. Donc je me suis demandé comment répondre à ces objectifs-là. Tout d'abord, je me suis dit, pourquoi pas m'orienter vers la science, vers la recherche qui répond donc à des enjeux environnementaux, qui continue d'aller dans cet axe-là, et à travers les sciences participatives. Les sciences participatives, c'est un moyen de produire des connaissances scientifiques par des agents qui ne sont pas forcément formés à ces connaissances-là scientifiques, donc tous les citoyens en fait. J'ai rencontré donc deux acteurs des sciences participatives. Il faut savoir que les sciences participatives, ça existe depuis une dizaine d'années à peine.
Donc ça se démocratise. Donc j'ai rencontré Bastien Castagnérol, qui est à l'origine d'un projet de sciences participatives qui s'appelle Gardien des chênes. Et en fait, il étudie avec son équipe les chênes et la dégradation de ces espèces. Et pour ça, il va s'intéresser à comment les prédateurs agissent sur ces chênes. Et il faut savoir que les oiseaux viennent piquer du bec toutes les chenilles et donc les chênes qui sont présents notamment dans les Alpes et en France. Et ils travaillent avec des écoliers qui vont placer des chenilles en pâte à modeler sur les chênes et donc récolter ces chenilles par la suite et analyser toutes les actions des oiseaux sur ces petites chenilles en pâte à modeler qui va permettre donc d'avoir une base de données très grande sur comment les chênes sont attaqués, etc. J'ai également rencontré Stanislas Rosa, donc, qui est en charge de l'Observatoire national de la biodiversité, qui est auteur donc, d'un site qui s'appelle soundbirding.org. Il utilise, il est ornithologue et il se concentre principalement sur les écoutes d'oiseaux. Et donc c'est un site qui invite les gens, les ornithologues principalement, à déposer leurs écoutes lors de leurs observations. Et donc ces deux interviews ont permis de voir qu'en fait tout le monde peut s'y mettre, que si même des écoliers qui n'ont pas encore la connaissance peuvent y arriver, alors à ce moment-là, tout le monde peut le faire. J'ai également eu comme constat, en fait, il y a une augmentation des participants des sciences participatives qui a été de plus 154% entre 2011 et 2017, et on a 65% des Français qui se disent prêts à s'engager dans des projets de sciences participatives. Moi, j'ai constaté, donc, comme je vous le disais, tout le monde peut s'y mettre, et je me suis posé la question, comment cartographier le monde, avec quels moyens on peut justement cartographier ce monde, et qui de mieux que ceux qui se déplacent partout dans le monde, donc les voyageurs, mais pas seulement les voyageurs lambda, si je peux dire, c'est plutôt des voyageurs qui ont déjà un mode de voyage qui est raisonné, qui sont proches de la nature, qui connaissent cette biodiversité dans la surface. Je ne demande pas d'avoir des connaissances extrêmes, et ça va permettre d'avoir un levier de sensibilisation au niveau des voyageurs en amont de tous les citoyens en fait. Il y a 90% des Français qui se disent prêts à respecter l'environnement lors de leur voyage. Ça peut paraître énorme et on se demande toujours combien de pourcents en font vraiment. Il y a seulement, mais c'est quand même un gros chiffre, 39% qui se déclarent très attentifs au respect de la biodiversité, de la flore et des ressources, et de la faune, pardon. Et donc j'en suis arrivée à d'autres constats qui étaient en fait, on a une énorme demande de données scientifiques partout et tout le temps. On a des données qui sont rares et des données qui demandent beaucoup de récurrence. Mais on a un manque de communication entre les citoyens et la science. On a du mal à comprendre comment on peut apporter justement de l'aide à la science et comment ça fonctionne en fait. C'est un peu compliqué, on a un gap entre les scientifiques et les citoyens. Donc les enjeux, ce serait donc, du côté voyageur de donner un nouveau sens à son voyage, d'apprendre sur la biodiversité, d'avoir une certaine pédagogie et de comprendre les écosystèmes qu'on rencontre et de contribuer évidemment à la préservation de l'environnement à travers les sciences participatives. Du côté donc, des organismes de recherche, de la recherche en général, le but ça va être d'obtenir le maximum de données partout dans le monde, de favoriser la compréhension justement de la science en règle générale et également de l'environnement et de communiquer avec les citoyens davantage. Donc c'est pour ça que j'ai créé le projet IWA, les données du sens. Donc IWA, c'est la plateforme qui permet de mettre en relation les voyageurs et les chercheurs pour faciliter la collecte de données dans le monde entier. Pourquoi IWA IWA, ça veut dire vie, source de vie. Et je vais vous laisser regarder cette petite animation pour mieux comprendre le nom. Donc en fait, IWA, pour moi, c'était de passer en fait d'un égoïsme à un altruisme, si on peut dire ça comme ça, de passer en fait de moi à nous et de former en fait une communauté qui travaille ensemble main dans la main. Donc cette communauté, elle est formée de voyageurs, donc plus particulièrement les backpackers, les aventuriers, ceux qui ont goût de nature, et les chercheurs, notamment dans les organismes de recherche, qu'ils soient publics ou privés. L'ambition de ce projet, ce serait dans un premier temps la participation, donc que les gens puissent récolter des données qui soient nécessaires à la recherche scientifique, qu'on ait une éducation, donc la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité, de la conservation et de l'environnement,
Un engagement, donc développer un réseau de volontaires partout dans le monde qui soient engagés dans cette recherche-là et qui aient envie de la mener à bien. Et une connexion, donc établir un lien entre deux communautés qui à la base n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Donc le parcours de IWA, ce serait dans un premier temps de découvrir, puis de collecter et enfin de partager. Donc on va commencer par comprendre comment on découvre l'application, quelles sont les choses qui nous amènent à la télécharger, comment ça fonctionne et comment on l'utilise. Donc pour comprendre, pour voir déjà, pour avoir une visibilité de cette marque, de cette application, on va avoir des affiches publicitaires, notamment dans le métro, là où il y a des gens aussi en itinérance finalement. Et donc la communication, elle se base en fait sur des affiches qui sont en symétrie pour rappeler également le logo et tout l'univers graphique, d'avoir une symétrie entre le voyageur et le chercheur. Donc les deux sont vraiment mises côte à côte et ça donne un double sens également à la communication puisqu'on s'adresse et aux voyageurs et aux chercheurs. Donc voilà. Au-delà donc de la communication physique et statique, j'ai également pensé à réaliser un petit spot publicitaire qui inviterait à télécharger l'application. Donc concernant la publicité, voilà, on a en fait le visuel de, voilà, c'est une application, on peut la télécharger pour qui c'est et quels sont les messages forts. On va ensuite passer donc au téléchargement de l'application après ça et on va voir comment ça fonctionne. Donc j'ai prototypé dans un premier temps l'application, donc je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler et comment ça fonctionnerait. Donc dans un premier temps, on arrive sur l'accueil et on découvre en fait les missions de sciences participatives qui sont proposées aux voyageurs, auxquelles ils peuvent répondre. Donc on a différents types de données, on peut avoir de la récolte de microplastiques dans les océans. On sait que dans les océans, notamment l'océan Indien, on a un gros manque de données parce que c'est très grand, très vaste, et qui sont du coup proposées par différents organismes de recherche français. On a également un post de quelqu'un qui est actuellement en train de prendre une donnée et qui donne envie en fait, de s'intéresser davantage à ce que cette personne fait. Et on peut également enregistrer des missions sur notre profil donc pour ne pas les oublier et des missions qui pourraient nous intéresser dans le voyage qu'on a prévu de faire. Si on se concentre sur la mission d'éco-acoustique, donc ça c'est une mission qui va permettre aux gens de récolter des enregistrements des paysages sonores pour comprendre les écosystèmes d'Amazonie. Donc voilà, donc c'est en Amazonie, c'est proposé par le Muséum d'histoire naturelle qui a besoin donc, de récolter des données notamment sur ce biais-là. Et donc sur cette fiche mission, on a également la zone dans laquelle ça se passe, l'Amazonie, c'est très grand, ça regroupe beaucoup de pays, donc on va pouvoir toucher davantage de monde puisqu'en fait les gens peuvent accéder à l'Amazonie un peu partout. Et on a également le matériel nécessaire qui là serait un micro et un téléphone, je reviendrai un peu dessus après. Donc on peut postuler à cette mission, donc notre profil est envoyé directement à l'organisme. Je reviendrai également sur ce profil par la suite, mais on peut avoir un filtre d'émission. Donc essayer de comprendre, de savoir en fait ce dont on a envie selon le matériel, si on a seulement besoin d'avoir un smartphone ou si on a un appareil photo, les catégories qui nous intéressent et les organismes qu'on connaît et qui nous donnent envie, et également la date, parce qu'il faut savoir qu'on peut très bien programmer son voyage et se dire, bon voilà, moi je pars dans 6 mois, j'ai envie d'aller là, mais on peut se dire aussi sur place quelles sont les missions en ce moment. Et en fait, ça nous donne une map interactive où on peut voir les missions. Là, ce serait donc les messages. Il faut rappeler qu'on a postulé juste avant à une mission, donc on va discuter avec le responsable de mission du Muséum national d'histoire naturelle et on va lui expliquer, en fait, on n'a jamais fait de mission pour l'instant, on n'a jamais récolté de données, donc comment ça se passe. Et il va donc y avoir un suivi complet. Et là, en l'occurrence, pourquoi pas on a un besoin de matériel en fait pour enregistrer les paysages sonores. C'est important d'avoir un micro en plus. Quand j'ai rencontré Stanislas Rosa, il m'a expliqué qu'en fait, l'éco-acoustique, ça ne se fait pas seulement avec un téléphone, il faut aussi un micro parce qu'on n'arrive pas à capter tous les sons. Et donc là, on aura un besoin de matériel qui va être donc envoyé directement par le Muséum national d'histoire naturelle. IWA n'intervient pas là-dedans, dans cet échange de matériel. Donc voilà, donc ça c'est des modalités. Il y a également évidemment une caution quand on part avec le matériel. Donc voilà.
Donc pour revenir un peu sur les interfaces, donc là on a l'accueil avec les différentes missions des différents lieux, etc. Et on a de l'autre côté la recherche des missions par filtre et donc la map interactive avec les missions qui correspondent à notre recherche. Donc on va pouvoir cliquer sur les missions, ben voilà, pourquoi pas avant de partir, je ne sais pas où aller, je sais que j'ai envie d'aller en Amérique du Sud, ben voilà les missions qui existent, ça m'intéresse, donc pourquoi pas passer par là lors de mon itinéraire. Concernant la fiche mission, donc on a évidemment le nom de la mission au début, avec l'explication, l'organisme de recherche, la zone concernée et également le matériel nécessaire. Et donc voilà, et aussi dans les chats avec directement les responsables de la mission, on a toutes les modalités. On peut également faire un visio ou un appel si on est à l'étranger ou pourquoi pas le rencontrer sur place avant de partir. Donc là, c'est le moment du départ. On va, si on n'est pas déjà sur place, on va partir à l'étranger. Si on le peut actuellement, bien sûr. On va collecter des données. Donc là, on rentre dans la phase de collecte. Donc recueillir des données pour ensuite les déposer et voilà. Donc pareil, un petit prototype de l'application pour vous expliquer comment ça marche d'ajouter une donnée. Donc on va reprendre son téléphone, on va ouvrir son application Iwa. On va appuyer sur le petit plus pour ajouter une donnée et on va choisir donc la mission qui correspond à la prise de données parce que imaginons qu'on en ait postulé à plusieurs. Donc là on va cliquer sur celle d'écoacoustique. Donc là en l'occurrence c'est une donnée audio, un enregistrement sonore qu'on va donc déposer et ensuite on va évidemment mettre la date et le lieu qui seront très très importants pour l'analyse des données par la suite par l'organisme. Et on peut également écrire des commentaires pour expliquer comment s'est passée la prise de données, si on a rencontré des difficultés, si on a entendu davantage de choses qui ne sont pas forcément ressorties ou d'autres choses comme ça. Donc ensuite on dépose notre donnée et après on revient sur la page d'ajout de données où on a en fait notre drive. On peut avoir accès à toutes les données qu'on a déposées sur différentes missions. Donc ça peut être des données photos, des données vidéo, des documents, des rapports. Voilà, ça peut se décliner sous différentes formes. Pour en revenir du coup à l'organisme, eux aussi ont accès à l'application, les organismes de recherche. Ils vont créer un profil, donc avec, voilà, là c'est le profil du Muséum national d'histoire naturelle, et ils vont ajouter les missions qui correspondent à leurs besoins. Donc on a différents types de missions, ça peut être vraiment selon les besoins de l'organisme. Et on a également un accès au drive, forcément, il faut bien récupérer ces données-là. Et ils vont avoir accès donc, à ce drive avec plusieurs personnes qui auront déposé des données. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, sur l'écoacoustique. Et on a la possibilité de clôturer la mission à un moment voulu ou de la prolonger et d'en créer de nouvelles. Voilà. Pour continuer donc, sur l'organisme, il faut savoir que déposer des données, c'est bien, mais il faut après les analyser. Donc l'organisme, lui, va récolter ces données, les analyser. Ça prend beaucoup de temps, généralement ça prend des mois à des années selon le type de données. Et en fait, cette analyse-là, ça va permettre aussi de pouvoir les mettre en open data ou alors de les garder sur le site internet, soit en libre service comme je disais, ou soit de les garder dans l'organisme. Et en fait, ce qui est intéressant pour les organismes aussi d'utiliser Iwa, c'est qu'en fait, ils vont attirer des nouveaux publics qui ne sont pas forcément sensibilisés à la recherche et qui ne connaissent pas encore vraiment. Et ils vont pouvoir aller justement se rendre sur le site internet de l'organisme et aller voir un peu ce qu'ils font et pourquoi pas ensuite continuer dans la pédagogie et dans l'apprentissage de la science. Et enfin, on va pouvoir partager son expérience en communiquant sur Iwa et sur ce qu'on a fait. Donc tout à l'heure, on a vu le profil voyageur dans le prototype, j'aimerais revenir dessus parce qu'en fait, voilà à quoi ça ressemblerait. On aurait donc un profil classique, mais on a également un itinéraire de voyage. En fait, on pourrait justement dire, voilà, moi je suis actuellement en Amérique du Sud, j'ai fait une mission au Guatemala, voilà ce que j'ai fait, avec quel organisme. Je vous mets une photo et en fait ça permet aussi d'interagir avec d'autres voyageurs, de voir ce qu'ils font, pourquoi pas de se rencontrer, de participer à des missions ensemble et de favoriser justement cet échange entre les communautés et évidemment entre les voyageurs. Et on a également un petit badge en haut à gauche de notre photo en tant que voyageur. Et ce badge, en fait, il va tout simplement servir à s'identifier en tant que voyageur Iwa. Donc on va avoir 3 types de badges qui vont justement dire, voilà, moi j'ai commencé la recherche, j'ai le badge noir, je suis en train
de récolter beaucoup de données. J'ai le badge Silver et sinon voilà, j'ai le badge Or, ça veut dire que je suis un expert dans la collecte de données et voilà. Et on va pouvoir justement avoir cette visibilité-là à l'étranger, de pouvoir le mettre sur son petit sac à dos et ça va permettre justement de favoriser la communication avec d'autres personnes et de faire connaître tout simplement Iwa partout dans le monde en fait. Au-delà de ça, on peut également communiquer sur Instagram. Instagram, on sait que c'est un réseau qui plaît beaucoup aux voyageurs, aux gens qui aiment beaucoup montrer ce qu'ils font pendant leur voyage. C'est très intéressant. On a la photo qui parle d'elle-même. Donc pourquoi pas justement créer un profil Iwa où on recenserait, on relayerait les posts des voyageurs, mais également pourquoi pas des scientifiques, pour essayer de les amener justement dans cette communauté-là aussi. Je sais que c'est un peu compliqué, mais les organismes tendent à arriver vers ces nouveaux modes de communication. Et enfin, on va pouvoir également raconter son histoire. Je trouve que c'est important aussi de donner cette dimension-là de récit, de raconter, on a été à l'étranger, on a récolté des données, on a participé à un projet de sciences participatives, et on vient le raconter dans un podcast. Donc ce serait le podcast Iwa qui permettrait justement de relater ces expériences-là de voyage, mais également pourquoi pas des expériences, pas forcément des expériences, mais également du côté des chercheurs, de pouvoir augmenter justement et favoriser cette pédagogie à tous. Donc pour aller plus loin, j'ai pensé au fait que Iwa, ça pourrait se développer à l'international, donc travailler également avec des organismes de recherche internationaux et donc des voyageurs internationaux aussi, ce qui permettrait en fait d'avoir une cartographie du monde sur différents types de données et d'avoir un échange entre les organismes internationaux. Donc voilà, donc Iwa, ça permet donc de favoriser la prise de données, donc de favoriser ces petits actes individuels qu'on va faire lors de notre voyage pour justement donner un nouveau sens et aider la recherche scientifique à chercher davantage. Et juste avant de finir, je voulais mettre cette slide parce que j'ai vu ce post sur Facebook la semaine dernière. Donc c'est un post qui a été mis par make.org qui est en fait un site qui donne la parole aux citoyens. Et donc là, le petit encadré, c'est à vous de voter. Que pensez-vous de la proposition d'Elisabeth et Elisabeth Ressentois qui dit « Il faut que les touristes puissent contribuer à la préservation de la biodiversité pendant leurs vacances ». Et il y a des commentaires qui disent « Oui, mais comment on peut contribuer à cette biodiversité-là et comment on peut aider ?» Et je trouvais que ça résumait bien mon projet. Merci. Bravo. Si vous avez des questions, je vais aussi vous faire passer mon petit braille-book qui relate de mon identité graphique, mais je pense que vous avez pu la voir un peu en grand. Si vous avez des questions. Moi j'avais des questions pendant ta présentation, au fur et à mesure tu y as répondu. Moi j'ai pas de questions, c'est très clair. J'ai envie de repartir voyager. C'est vrai que c'est de moi aussi. Non, c'est vrai, pas de questions particulières non plus, c'était limpide. Est-ce que tu as pensé travailler d'autres applications que l'appli elle-même et les supports de communication sur lesquels tu as travaillé ou est-ce que sur Iwa ou sur d'autres sur Iwa, évidemment, sur ce sujet en particulier. Je sais pas, est-ce que tu as pensé à travailler des objets oui, des goodies ou des... Ouais, comme ça, des objets connectés, je sais pas quoi, qui auraient pu accompagner, ou même du stylisme vestimentaire. Non, j'ai pas pensé comme ça, non. Je vous avoue que non. D'accord. Mais ce serait avec plaisir que je poursuivrais. Non, c'est vrai. Pour investir dans l'Iwa. Ouais, il faut faire vachement gaffe avec ça, parce qu'on tombe vite dans le non responsable ou le non éco-responsable. C'est vrai. Moi, c'est pareil, en fait, ça m'inspirait plein de choses. Du type par exemple des partenariats avec les entreprises, parce qu'aujourd'hui clairement le sujet de la biodiversité, comment sensibiliser les collaborateurs à la biodiversité est un sujet dans pas mal de groupes, dont beaucoup de groupes sont internationaux et donc ont l'occasion d'avoir des gens qui se voyagent. Alors, c'est pas
du coup exactement les vacances, et ça peut être entre guillemets, y compris les missions professionnelles, aussi, dégager du temps pour aller participer entre guillemets à la recherche scientifique. Je pense que voilà, il y a des trucs, mobiliser les expats sur place, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour mobiliser les gens, parce qu'à un moment, les voyageurs ou les backpackers, c'est peut-être... je ne sais pas quel volume en fait ça représente. Je pense que l'ONU Planet serait super fan. L'ONU Planet ou le routard serait super fan de l'idée. Après, il y a plus des petits sujets que je me suis posé. Je me suis demandé si les chercheurs avaient le temps de répondre aux questions de millions de gens qui avaient envie de faire des enregistrements. Je pense que ça peut être des petits grains de sable comme ça dans les rouages auxquels il faudrait apporter des solutions. Je me suis demandé comment les backpackers se rechargeaient leur téléphone. Toujours un truc. Je sais qu'il y a des solutions. Non, mais c'est c'est ça. je sais qu'il y a des solutions chez comment ça s'appelle, le truc de camping. Voilà. Après, il y a peut-être un dernier point, c'est je pense que la recherche scientifique aide à comprendre l'état de la biodiversité. Je sais dans quelle mesure ça participe à la préservation de la biodiversité. Je ne sais pas si du coup il ne faudrait pas faire des choses en plus que juste collecter de la donnée scientifique pour aller plus loin dans la pédagogie aussi. Après, c'est extensible à l'infini. Oui, c'est ça. Une fois que le réseau est là, une fois que le concept est là. Le podcast, de pouvoir témoigner. Oui, aussi. Après, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses après, ça c'est sûr. Et du coup, tu as envie de le lancer ? Je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, j'aimerais, parce que c'est des thématiques qui me touchent particulièrement. Je voyage beaucoup, j'ai une mère scientifique, donc ça va ensemble, quoi. Mais non, ce serait un vrai plaisir de le lancer, mais à voir dans les prochains mois si cette envie est encore là et si je rencontre les bonnes personnes. Voilà. Je vois qu'il y a une expérience qui a déjà été lancée en France sur la nidification des oiseaux, de collecte de données justement auprès des particuliers, de tous ceux qui possédaient un jardin, etc. J'imagine que tu es au courant de ça. Aussi, des hérissons, exactement. Et la collecte des données se passait comment dans ce cas-là, de façon très concrète, via pareil une application ou pour récolter la collecte des données. C'est vrai que ça dépend de... je crois que j'ai pas bien compris votre question. Je veux juste savoir comment se passait la collecte des données sur des expériences comme ça qui se sont déjà déroulées. Est-ce que tu t'es renseigné sur la manière dont oui, en fait, c'est très propre à chaque type de données. C'est ça qui est aussi compliqué. C'est pour ça que je pense que c'est aussi du ressort des organismes d'organiser justement cette prise de données et d'accompagner en fait, le citoyen, là en l'occurrence le voyageur, mais en règle générale. Donc sur le projet de sciences participatives Gardien des chênes, il travaille avec des écoliers en Europe et en fait on a aussi l'enseignant qui fait en fait le lien forcément entre les deux parce que expliquer à un enfant, après c'est de la pâte à modeler donc c'est des choses qu'ils connaissent déjà, qu'on doit accrocher dans des arbres, ils prennent une demi-journée, ils le font et puis après c'est aux scientifiques de venir récupérer les données, mais je pense que ça dépend beaucoup des prises de données. Je pense qu'il y en a davantage des plus compliqués que d'autres. Tout dépend du dispositif et aussi du temps qu'on a à l'accorder en fait. Il n'y a pas eu de système de collection entre guillemets de la data qui a été installé et qui aurait fédéré tout ça en fait, comme ce que tu proposes. Oui. C'est bien, c'est innovant. Moi j'ai plus une question un peu sur la fidélisation des utilisateurs, parce que tu as le côté petit badge et tout qui est on va dire la première étape de ça. Mais c'est plus, moi je me dis personnellement, si ça prend des mois et des années pour que j'ai un retour sur ce que j'ai collecté, j'ai un petit peu cette frustration de me dire que j'ai pas... Je sais que je participe à quelque chose de plus grand et que c'est quand même très beau, mais est-ce qu'il y aurait justement un retour dès que mes propres analyses ont été collectées, analysées, des choses comme ça? C'est vrai que En fait, je pense que sur les sites directement des organismes, on aurait pourquoi pas un onglet projet IWA ou sciences participatives IWA, et justement avoir une double inscription pour pouvoir recevoir, je sais pas moi, une newsletter qui dirait bon ben voilà, votre donnée a été utilisée, regardez les chiffres que ça a donné et l'impact que ça a pu avoir par la suite. Mais c'est vrai que c'est long, donc on n'a pas cette satisfaction qui revient tout de suite. Ou même un peu un suivi, tu parlais du drive, peut-être de se dire est-ce que là ça y est, c'est bon, ils ont collecté ma donnée, ils ont commence à récupéré, être traité, ou telle personne ou tel organisme, des choses comme ça pour, je pense, pousser un peu plus loin. Oui, d'avoir un suivi vraiment concret, qu'on puisse le voir, c'est vrai. Donc il y a toujours un peu d'intérêt personnel avec l'altruisme. Oui, toujours. C'est parler de ce que je faisais en fait, pendant la présentation. On a vu tout cet essor des applications de running, par exemple, ou de course, ou de sport, où tu avais justement ton badge parce que tu as couru 20 km, parce que tu as couru 30 km. J'ai l'impression en fait c'est un petit peu
entre guillemets la même chose, sauf que là tu donnes du sens à ton badge et un peu à ton engagement. Il y a au début, une des questions que je me posais, c'était quel est l'intérêt en fait pour le voyageur. Et au final, quand tu mènes ton petit chemin, tu trouves qu'il y a certainement des personnes qui voyagent juste pour voyager, mais d'autres justement qui disent où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, et en fait, tu as l'impression de donner un but à tes 3 semaines pour la planète. C'est assez intéressant. Et puis il y a des gens qui ont ça en intrinsèque. J'ai quelqu'un dans ma famille, quand il va en vacances, son kiff c'est d'aller écouter les oiseaux. Quand on se dit on va les écouter, aller les enregistrer, finalement il y a pas la différence c'est du micro. Mais c'est déjà l'objectif de ces vacances. C'est cette population-là avec laquelle on peut commencer. On peut commencer évidemment, parce que bien sûr qu'on peut le développer à tous et essayer de sensibiliser davantage de personnes. Mais je pense que dans un premier temps, ceux qui sont déjà sensibilisés à la biodiversité, c'est eux qui vont répondre présents directement. Il y a des tournées pour sensibiliser justement la masse. Ouais, aussi. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bravo. Et si jamais, je vous laisse mon mémoire, mon portfolio et mon CV si jamais. L'opportunité se présente. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute et vos retours. Merci.